et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rappel. Je vais vous présenter les top 5 des erreurs à ne pas faire avec ces plantes d'intérieur spéciales pour l'été. Vous allez voir, il y a des choses qui vont être un petit rappel de choses assez évidentes, mais pour le coup, vu que j'ai encore des gens qui reviennent vers moi avec des problématiques qui sont similaires à celles que je vais vous présenter là, je me suis dit qu'une petite vidéo rappel ne pouvait pas nous faire de mal à nous tous. Pour commencer, la première erreur à ne pas faire en été avec ces plantes d'intérieur, c'est ne pas placer sa plante en plein soleil. Petit rappel, le plein soleil à travers une vitre, c'est super chaud. En termes de température, en termes de sécheresse, vous allez littéralement abîmer le feuillage, vous allez probablement favoriser l'apparition des acariens. Il faut absolument éviter tout ça. En hiver, ça allait parce que c'était que quelques heures en termes d'intensité d'exposition. Les UV sont beaucoup moins importants, on le sait, le soleil est beaucoup moins haut aussi, et en fait, ça peut quand même, même en hiver, abîmer un petit peu le feuillage, mais là, on va être sur une température qui va être décuplée. Et clairement, même moi, j'aurais pas envie de me mettre derrière une vitre en plein mois d'août, sous 40 degrés, parce qu'en fait, la température, elle augmente, voire elle double. Donc c'est violent, surtout qu'elles ne sont pas protégées. Donc si jamais vous avez des fenêtres, des endroits de votre appartement ou de votre maison qui sont exposés en plein soleil, on met des rideaux au maximum. Ça peut déjà protéger. Et si vraiment vous voulez un petit peu baisser le rideau de sorte que le soleil ne rentre pas directement dans votre appartement, c'est mieux parce qu'en fait ça va vous permettre de vous préserver de la chaleur vous-même dans votre intérieur et surtout d'éviter de carboniser les pauvres feuilles de vos petites plantes. Deuxième erreur à éviter avec ces plantes d'intérieur en plein été, c'est un petit rappel, c'est très simple, je pense que tout le monde en est conscient et consciente ici, on évite d'oublier ces plantes en termes de manque d'eau. Et oui, parce que là, la température elle augmente. Dans mon intérieur aujourd'hui, il fait 25 degrés. À l'extérieur, on est sur 30-31, et oui, ça y est, les fortes chaleurs arrivent. Et clairement, manquer d'eau pendant une très longue période pourrait leur être fatal. Alors, on est bien d'accord que c'est en fonction de votre environnement chez vous, on fait en fonction de la température de son intérieur ici. Là, moi je suis passée d'un arrosage qui était de 1 à 2 fois par semaine, à un arrosage qui peut être un peu plus régulier en fonction de la plante, en fonction de son contenant aussi. On n'oublie pas que le contenant fait aussi beaucoup les choses en termes de fréquence d'arrosage. Pour rappel, un pot en plastique a tendance à sécher beaucoup moins vite et ça dépend encore du substrat qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte quand on a un arrosage de plantes intérieures à faire. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous mettre, j'ai fait un petit article de blog sur le sujet comme ça peut vous aider si jamais vous êtes un peu perdu de ce côté-là. Et en termes de pot en matière argileuse, eh bien c'est un pot qui a tendance à sécher beaucoup plus rapidement. Dans ma collection personnelle, j'ai quand même tendance à favoriser le pot en argile parce qu'il est beaucoup plus intéressant en termes de répartition d'eau lorsqu'on arrose, mais par contre il ne me permet pas de ne pas régulièrement arroser mes plantes, surtout que là moi j'ai tendance à avoir des substrats qui sont plutôt légers. J'ai amené beaucoup plus de perlite au fur et à mesure des années, donc c'est un substrat qui peut avoir tendance à sécher plus vite, donc je dois faire des arrosages beaucoup plus réguliers que peut-être vous chez vous. Troisième erreur à ne pas faire avec ces plantes, c'est le manque d'humidité. Aujourd'hui, on est dans des infrastructures, on va dire en termes de bâtiments, qui ont tendance à réellement manquer d'humidité. C'est la particularité des nouveaux bâtiments. Si vous êtes dans des immeubles qui viennent d'être construits, l'humidité est quelque chose qui a presque radicalement été supprimé. Et à l'inverse, dans les anciennes bâtisses, c'est ce qui est encore un peu présent, qui peut être très embêtant en hiver, mais par contre qui peut te sauver ton été. Là, personnellement, je suis dans une bâtisse qui est autour des années 2000, il me semble, et en fait, l'intérieur est toujours un petit peu sec en permanence. En plus de ça, on peut ajouter sa propre exposition. Je suis exposée plein sud, donc ce qui fait que le soleil est presque très régulièrement toute l'année présent sur ma façade. Donc on a plusieurs choses qui s'ajoutent au fait que mon intérieur va particulièrement être sec. Sec pour moi en termes de respiration et de vie et pour mes plantes. C'est-à-dire que le manque d'humidité, comme le trop-plein d'ailleurs, peut provoquer des réactions chez les plantes qui peuvent être problématiques, comme par exemple l'apparition d'acariens. Et oui, c'est bien connu, beaucoup plus de gens aujourd'hui subissent des attaques d'acariens comme les araignées rouges et surtout les thrips. Ce sont des acariens qui apparaissent le plus souvent lorsque l'intérieur est sec, surtout les araignées rouges, ça c'est vraiment propice à leur apparition à elles. Donc si tu sais
au fur et à mesure des années que tu as tendance à avoir ce type d'acariens chez toi, je te conseille d'amener au plus rapidement possible dans ton intérieur soit une vaporisation qui est régulière, si tu ne veux pas acheter de petites machines qui elles-mêmes régulent l'humidité de ton intérieur. Alors, à savoir que les humidificateurs, c'est super, ok. J'en ai 3 actuellement chez moi, j'en ai 2 dans le salon et 1 dans ma chambre, mais par contre, ils humidifient qu'une petite zone. C'est pas parce que je mets un humidificateur plutôt gros, c'est pas parce que j'apporte un humidificateur que toute la pièce va être inondée d'humidité et que la vie des plantes sera magique. C'est dans une zone plutôt proche, ça permet d'aider un petit peu. Ça va pas être magique en termes de solution, mais par contre, ça me permet d'éviter au max réellement l'apparition des acariens. Ensuite, si jamais tu ne veux pas investir dans d'humidificateur, il faut savoir que la plante en elle-même est un humidificateur. Plus tu vas rapprocher tes plantes, c'est exactement ce que j'ai fait en rapprochant mes plantes ici entre elles, et bien ça leur permet de profiter l'une l'autre de l'humidité de la voisine. Encore une petite astuce assez simple, si jamais tu ne veux pas investir et qui marche plutôt bien, dans la coupelle de ta plante, tu peux venir placer un lit de billes d'argile et venir y mettre de l'eau un peu régulièrement et poser ton pot par-dessus, ce qui va permettre à ta plante, lorsque l'évaporation de cette eau stagnante se fera, d'avoir un petit peu d'humidité, du moins dans son environnement très très proche. Voilà, ce sont plein de petites astuces qui peuvent t'aider à éviter, on va dire, au maximum l'apparition des acariens, à savoir que ce n'est pas magique et que c'est possible qu'il y en ait encore au fur et à mesure de l'été. Notamment, petite astuce concernant les thrips qui sont quand même beaucoup plus présents dans nos intérieurs aujourd'hui. On évite absolument d'aérer son intérieur lorsque l'on subit des pluies d'été. Tout simplement parce que ça favorise l'apparition des thrips et souvent ils peuvent venir de l'extérieur et de nos arbres et rentrer à l'intérieur parce qu'il y a à manger à l'intérieur. Je sais que c'est tentant quand on a des pluies diluviennes en mois d'août par exemple, mais en fait, c'est souvent là que l'on attrape nos petits thrips. Il me semble qu'ils ont d'ailleurs un très bon surnom pour se rappeler de cette anecdote. On les appelle les bêtes d'orage. Quatrième conseil qui me semble un peu évident et pourtant, pour pouvoir pallier à la chaleur, on a tendance à l'oublier complètement. On ne prive pas ces plantes de lumière. Suivant ton intérieur et pareil, ton exposition, ta caractéristique d'intérieur en termes de bâtiment et de construction, on a tendance à fermer ses volets. C'est une très bonne idée pour pallier à la forte chaleur, ok. Mais la problématique, c'est qu'en fait, tu vas complètement venir perturber le rythme de vie de ta plante. On n'oublie pas, une plante pour vivre, elle a besoin d'eau, de nutriments et de lumière. Si tu la prives d'un des trois, ça va être assez compliqué. Et c'est pareil dans tout type de culture, que ce soit hydroponique, en pleine terre, en sphaigne, etc. Je peux comprendre que ton confort est important, j'entends, mais si tu as une collection comme la mienne, il est hors de question de la priver toute la journée de lumière. Ça va être très compliqué pour ta plante de pouvoir continuer de pousser. En plus, c'est souvent la période pendant laquelle elle est censée exploser, voire même se multiplier à foison. Et en fait, toi, tu vas potentiellement venir complètement perturber son rythme de vie de par le manque de lumière. Elle ne pourra plus faire sa photosynthèse, elle ne pourra plus amener les nutriments jusqu'aux feuilles, jusqu'aux tiges pour pouvoir continuer de pousser. Et en fait, elle va potentiellement dépérir et complètement te laisser tomber. Tous les gens qui s'apprêtent peut-être à partir en vacances, il est très important de placer tes plantes dans un endroit qui est toujours lumineux et surtout à base de lumière naturelle. C'est pas parce que tu les mets dans une pièce où il y a de la lumière artificielle qu'elles vont survivre. Ça peut durer un temps, je dis pas que ça ne va pas marcher un petit temps, mais par contre sur la longue, tu vas vraiment avoir une plante qui va souffrir et dépérir petit à petit. Cinquième et dernière erreur, alors je la catégoriserai pas comme étant une grosse erreur, c'est quelque chose qui s'oublie parce que c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire régulièrement, surtout si on rempote très souvent sa plante, ce qui est super bien d'ailleurs, parce que si on a des plantes qui sont plus petites, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de leur apporter des nutriments en faisant un rempotage. Mais si ce n'est pas le cas et que tu as des grosses plantes en volume et que c'est compliqué de les déplacer, de les rempoter, il est important de venir faire un apport d'engrais. Alors l'apport d'engrais, il peut se faire par différentes manières. D'abord, tu peux venir faire du surfaçage. Si jamais c'est une plante qui est très très grosse et que tu vois qu'au fur et à mesure le niveau de terre s'affaiblit, c'est normal parce qu'en fait les nutriments se tassent et la terre peut se tasser au fur et à mesure avec le temps et les arrosages. Donc c'est important de venir remettre du nouveau terreau par-dessus pour pouvoir permettre à ta plante de toujours bénéficier de nouveaux nutriments au moment où tu replaces du terreau
et surtout d'un petit peu de terreau frais qui va pouvoir venir se répartir dans tout le pot de ta plante. Ensuite, tu peux venir apporter de l'engrais solide. Il y en a de plein de formes différentes, en gélule, en bâtonnet, avec du compost. En apportant ça à ta plante, l'avantage c'est que en faisant bien attention de respecter les dosages, ça aussi c'est très important quand on achète un engrais ou qu'on utilise un engrais ou un compost ou autre, on fait attention au dosage parce que le risque ce serait de venir brûler les racines alors qu'elles sont en pleine expansion. C'est relou. Donc moi ce que je te conseille c'est que surtout tu lis bien le packaging quand tu achètes quelque chose et puis tu respectes les dosages. Parce que si ce sont des petits bâtonnets par exemple, ben, ça va être à durée de 2-3 mois et après il te faudra réitérer l'expérience en rajoutant de nouveau des petits bâtonnets d'engrais pour que ta plante puisse profiter de nutriments tout au long de sa période de croissance. Et si jamais tu es un peu comme moi, contrôle fric on dit, pas autant, mais bon, pas mal. J'aime bien visualiser ce que je fais en fait. Eh bien, l'engrais liquide est parfait pour toi. L'avantage de l'engrais liquide, c'est que tu peux choisir un petit peu tout type de formule naturelle. Moi, j'aime beaucoup utiliser le jus de mon lombricompost qui, au fur et à mesure de mes arrosages, vient s'écouler dans un petit pot dessous. Et en fait, ça me permet de faire mes propres dosages. Ça me permet de diluer plus ou moins avec toujours pareil un dosage minimum pour éviter de brûler les racines. Et ça me permet de voir moi-même quelle est la quantité d'engrais que je partage à mes plantes et sur quelle période aussi. C'est-à-dire que moi, toute l'année, j'ai un petit réveil qui, toutes les semaines, va me dire « ça y est, c'est l'heure de faire ton apport d'engrais Morgane ». Et ce qui est cool, c'est que au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, je vois mes plantes évoluer, grandir, être de plus en plus costaudes aussi face aux attaques d'acariens et être de plus en plus volumineuse et évoluer au sein de mon intérieur grâce à l'apport d'engrais. En été, printemps-été, on dit en général que c'est cool d'apporter de l'engrais au moins une fois par semaine. Si jamais c'est trop pour toi, n'hésite pas à le faire une fois toutes les 2 semaines. Et en hiver, un apport d'engrais tous les mois, c'est pas mal. Ça permet toujours de redonner un petit peu de souffle à ta plante si jamais tu n'as pas pu la rempoter et qu'elle manque de nutriments au moment où tu lui fais ce petit apport. Et puis ça te permet toujours de continuer de faire croître tes petites plantes parce que le but c'est quand même qu'elles s'épanouissent chez toi et clairement la plus belle preuve de tout ça c'est la croissance. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ce petit rappel pourra t'aider. Si jamais tu n'avais pas conscience de toutes ces erreurs, grand bien te fasse. Surtout, n'hésite pas à poser des questions si tu as en commentaire. Tous ces conseils sont relativement universels, c'est-à-dire que tu peux les retrouver un petit peu partout. J'ai tendance à me dire que plus on répète les choses, plus on assimile. Donc voilà, c'était mon petit cadeau pour ce début d'été. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Salut!